En décembre 2025, lorsque Brigitte Bardot s'éteint à l'âge de 91 ans, la France ne perd pas simplement une ancienne icône du cinéma. Elle perd quelque chose de bien plus vaste, de plus intime, presque de mythologique. Une présence qui, même absente des écrans depuis des décennies, continue d'habiter l'imaginaire collectif. Sa mort ne marque pas seulement la fin d'une vie longue et tumultueuse, elle provoque un étrange sentiment d'irréalité, comme si une figure éternelle venait soudain de redevenir mortelle. Brigitte Bardot n'était plus apparue depuis longtemps dans l'espace public, retranchée derrière les murs de la Madrague, entourée d'animaux sauvés et de convictions intransigeantes. Pourtant, au moment précis où elle disparaît, le monde entier se retourne vers elle une dernière fois. Très vite, une question s'impose, insistante, presque obsédante. Qu'a réellement laissé Brigitte Bardot derrière elle? Derrière l'image figée de la blonde sensuelle des années 1950, derrière la militante radicale pour la cause animale, derrière la femme controversée aux prises de position parfois choquantes. Que reste-t-il, concrètement, matériellement, émotionnellement? À première vue, la réponse semble simple, presque banale pour une star de cette envergure. Une fortune estimée à environ 65 millions de dollars, plusieurs propriétés emblématiques, une fondation internationale portant son nom. Mais très rapidement, cette lecture superficielle se fissure. Car avec Brigitte Bardot, l'argent n'a jamais été une fin, ni même un refuge. Il n'a jamais raconté toute l'histoire. Ce qu'elle laisse derrière, elle est bien plus dérangeant, plus complexe, parfois inconfortable. Un héritage façonné autant par ce qu'elle a refusé que par ce qu'elle a accepté. Une succession bâtie sur des choix radicaux, souvent incompris, parfois douloureux, y compris pour ceux qui lui étaient les plus proches. À mesure que les détails de sa succession émergent, une réalité devient impossible à ignorer. Les conséquences les plus profondes de son héritage ne concernent pas le public, ni même ses admirateurs ou ses détracteurs, mais sa propre famille. Derrière les chiffres, derrière les biens immobiliers et les fondations caritatives, se cache une fracture intime, ancienne, jamais totalement refermée. La richesse de Brigitte Bardot est née dans la contradiction. Elle a gagné de l'argent comme une reine, mais elle a toujours regardé avec méfiance, parfois même avec hostilité. Elle fut l'une des femmes les mieux payées de son époque, une force économique majeure du cinéma européen, tout en cultivant un rapport presque conflictuel à la notion de fortune. Là où d'autres stars bâtissaient des empires, sécurisaient leur avenir et celui de leurs descendants, Bardot choisissait l'instabilité, la liberté et plus tard, le dépouillement volontaire. Sa vie financière ressemble moins à une ascension qu'à une tension permanente entre accumulation et rejet. Et c'est précisément cette tension qui rend son héritage si troublant aujourd'hui. Car Brigitte Bardot n'a jamais cherché à construire une fortune destinée à traverser les générations. Elle n'a pas cherché à laisser derrière elle un confort familial, ni à réparer les blessures du passé par l'argent. Elle a utilisé sa richesse comme un outil, parfois comme une arme, souvent comme un sacrifice. À travers ses choix, elle a posé une question brutale, presque philosophique. Que doit-on réellement aux siens? Et à partir de quand une cause devient-elle plus importante que le sang? Lorsque la nouvelle de sa mort se répand, l'émotion est immédiatement mêlée à la controverse. Certains saluent la militante infatigable qui a consacré sa vie aux animaux. D'autres rappellent ses propos polémiques, ses condamnations judiciaires, son refus de s'excuser ou de se conformer. Mais tous, admirateurs comme critiques, se retrouvent face à une évidence. Brigitte Bardot n'a jamais vécu pour plaire. Elle a vécu pour rester fidèle à elle-même, quitte à laisser derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Son héritage n'est donc pas seulement une question de millions, de propriétés ou de fondations. C'est le récit d'une femme qui a refusé les compromis, y compris ceux que la société considère comme sacrés. Une femme qui a préféré donner sa fortune à ceux qui ne pouvaient pas parler, plutôt qu'à ceux qui pouvaient la juger. Une femme qui a choisi la cohérence intérieure plutôt que la réconciliation facile. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de cette histoire, pièce par pièce. Comprendre comment Brigitte Bardot a gagné sa fortune, pourquoi elle a refusé d'en faire un empire, comment elle l'a méthodiquement démantelé, et surtout, ce que ses choix ont signifié pour son fils, pour sa famille et pour l'image qu'elle laisse derrière elle. Car derrière la légende, derrière la star, se cache une vérité plus dérangeante, celle d'une femme qui a peut-être tout donné, mais jamais de la manière que l'on attendait. La naissance d'une fortune, Brigitte Bardot, star absolue et puissante financière. La fortune de Brigitte Bardot ne s'est pas construite par hasard, ni par simple chance. Elle est née d'un phénomène rarissime. La rencontre entre une époque, une industrie en pleine mutation et une femme devenue, presque malgré elle, un symbole mondial. À la fin des années 1950, le cinéma français traverse une période charnière. Hollywood domine encore largement l'imaginaire collectif, mais l'Europe commence à imposer ses propres figures,
plus libre, plus audacieuse, plus charnelle. C'est précisément dans cette brèche que Brigitte Bardot surgit et s'impose. Lorsqu'est Dieu, créé à la femme sort en 1956, le choc est immédiat. Le film dépasse largement le cadre du box-office. Il provoque un bouleversement culturel. Bardot n'est plus seulement une actrice prometteuse, elle devient une image, un fantasme, une projection mondiale du désir et de la liberté féminine. Très rapidement, son nom cesse d'être associé uniquement à des rôles. Il devient une valeur marchande. Les producteurs comprennent que chaque film avec Bardot garantit une visibilité internationale, des ventes à l'étranger, des recettes considérables. À partir de ce moment, son pouvoir de négociation explose. À la fin des années 1950 et tout au long des années 1960, Brigitte Bardot domine financièrement le cinéma français. Elle devient l'actrice la mieux payée du pays, une position quasiment inédite pour une femme à cette époque. Ses cachets rivalisent avec ceux des plus grandes stars masculines, dans une industrie où les femmes sont encore largement sous-payées et sous-évaluées. Pour des films comme Babette s'en va-t-elle en guerre, La Vérité ou Viva Maria, ces honoraires atteignent des sommets rarement observés en Europe. Mais plus encore que les montants bruts, ce sont les conditions contractuelles qui témoignent de sa puissance. Bardot obtient ce que peu d'actrices peuvent exiger, des clauses de participation aux bénéfices. À une époque où la majorité des comédiens sont rémunérés au forfait, elle négocie des pourcentages sur les recettes, y compris à l'international. Cela signifie que chaque succès commercial continue de lui rapporter de l'argent bien après la sortie du film. Cette stratégie, encore marginale dans les années 1960, annonce les pratiques modernes du star system. Brigitte Bardot n'est pas seulement une artiste, elle devient une coproductrice implicite de son propre succès. L'impact de sa célébrité dépasse rapidement les frontières françaises. Hollywood observe attentivement ce phénomène européen qui captive le monde entier. Les studios américains ne voient plus Bardot comme une simple actrice étrangère, mais comme un atout stratégique capable de conquérir un public mondial. Des propositions affluent, contrats multifilms, salaires garantis sur plusieurs années, résidences luxueuses à Los Angeles, pourcentage sur le box-office, contrôle partiel sur ses rôles. Un accord envisagé à la fin des années 1950 aurait pu l'engager sur une série de films avec des cachets progressifs, un modèle qui rendra plus tard des actrices comme Elizabeth Taylor immensément riches. Pour beaucoup, ce type d'offre représente le sommet absolu d'une carrière. La promesse d'une sécurité financière à vie, d'une reconnaissance mondiale institutionnalisée et d'un empire économique durable. Brigitte Bardot refuse. Pas une fois, mais à plusieurs reprises. Ce refus n'est ni impulsif, ni naïf. Il est profondément révélateur de son rapport à la célébrité et à l'argent. Bardot ne craint pas Hollywood pour des raisons financières, elle le craint pour des raisons psychologiques. Elle décrit ce monde comme trop éloigné, trop contraignant, trop déshumanisant. Elle perçoit très tôt que le système hollywoodien exige une dépossession progressive de soi. Ce qu'elle rejette à ce moment-là est aussi important que ce qu'elle gagne. Car en refusant ces contrats, Bardot renonce volontairement à une fortune exponentielle. Elle décline également des opportunités commerciales qui, rétrospectivement, semblent presque absurdes à refuser. À une époque où les produits dérivés commencent à émerger, elle se voit proposer des lignes de cosmétiques, de parfums, de lingerie et même des partenariats publicitaires télévisés naissants. Son image est copiée, reproduite, imitée à l'infini, sans qu'elle ne cherche à en faire une marque juridiquement protégée. Ce manque de protection systématique de son nom et de son image aura des conséquences financières considérables. Des dizaines, voire des centaines d'entreprises exploitent l'esthétique Bardot sans jamais lui verser de royalties. Son biographe Yves Bigot soulignera plus tard que cette absence de stratégie de marque lui a probablement coûté des dizaines de millions de dollars sur l'ensemble de sa vie. Là où d'autres stars construisent des empires commerciaux autour de leur identité, Bardot laisse filer l'argent, presque indifférente à ce qu'elle considère comme une marchandisation excessive. Pourtant, il serait faux de croire qu'elle ne comprend pas l'argent. Fille d'industriel, Brigitte Bardot maîtrise parfaitement les mécanismes de négociation. Elle est même l'une des premières actrices européennes à coproduire ses propres films, préférant une part des bénéfices à un cachet fixe. Elle lit ses contrats, les modifie, y ajoute des clauses concernant l'utilisation de son image, ses conditions de travail, sa liberté personnelle. Cette indépendance contractuelle impressionne autant qu'elle irrite les producteurs. Mais cette liberté a un prix. En refusant les contrats de longue durée avec les studios, Bardot choisit une carrière volatile. Elle privilégie les projets ponctuels, renégocie constamment et sacrifie parfois des cachets plus élevés pour éviter toute forme de contrôle. À court terme, cette stratégie lui assure une immense liberté. À long terme, elle fragilise la structure de sa fortune.
Contrairement à d'autres stars de sa génération, elle ne construit pas de revenus stables et durables jusqu'à un âge avancé. La naissance de la fortune de Brigitte Bardot est donc paradoxale. Elle gagne énormément, mais sans jamais chercher à sécuriser ou à multiplier cet argent. Sa richesse est réelle, impressionnante, mais déjà fragile dans sa conception. Elle repose sur des choix artistiques et personnels plutôt que sur une logique patrimoniale. Dès cette période, un schéma se dessine clairement. Brigitte Bardot accumule sans jamais vouloir conserver. Elle accepte l'argent, mais refuse ce qu'il exige en retour. Et c'est précisément cette logique, installée dès le sommet de sa carrière, qui expliquera plus tard pourquoi sa fortune, bien que conséquente, ne deviendra jamais un empire transmissible. Refus, perte et occasion manquée. Pourquoi Bardot n'a jamais bâti un empire financier? Si la première partie de la vie de Brigitte Bardot est marquée par une accumulation spectaculaire de richesses, la seconde révèle un phénomène beaucoup plus rare dans l'histoire des célébrités, une série de refus conscients, répétés et assumés, qui ont empêché cette fortune de se transformer en empire durable. Là où d'autres stars ont utilisé leur notoriété comme un levier pour bâtir des structures financières solides et transmissibles, Bardot a fait exactement l'inverse. Non par ignorance, mais par conviction. L'un des éléments les plus déterminants dans cette trajectoire est son rejet systématique de la logique industrielle du star system. Dès les années 1960, l'industrie du divertissement commence à comprendre que la véritable richesse ne réside plus uniquement dans les cachets, mais dans l'exploitation à long terme de l'image. Les contrats de licence, les produits dérivés, les droits d'utilisation du nom deviennent progressivement des piliers de la fortune des célébrités. Brigitte Bardot, pourtant au cœur de ce bouleversement, choisit de rester en marge. Son image est omniprésente. Elle influence la mode, les coiffures, la musique, l'attitude même des femmes de toute une génération. Le style Bardot devient une référence mondiale. Pourtant, elle ne le transforme jamais en marque déposée. Elle ne crée pas de société de gestion d'image, ne sécurise pas ses droits de manière systématique, ne poursuit que rarement les usages abusifs. Des centaines de produits utilisent son esthétique sans jamais lui reverser un centime. Cette absence de contrôle juridique à long terme représente une perte financière colossale. Les studios eux-mêmes tentent de la convaincre de sécuriser son avenir par des contrats à long terme. Ces accords lui auraient garanti des revenus réguliers, indépendants des aléas de sa carrière, jusqu'à un âge avancé. En échange, ils exigeaient une certaine discipline, disponibilité, exclusivité, parfois même des contraintes géographiques. Bardot refuse. Elle perçoit ses engagements comme une forme d'enfermement. Elle préfère la liberté immédiate à la sécurité future. Cette décision, profondément cohérente avec sa personnalité, fragilise pourtant la continuité de ses revenus. Le refus d'Hollywood constitue l'exemple le plus frappant de cette logique. Les contrats proposés par les grands studios américains n'étaient pas seulement lucratifs, ils étaient structurants. Ils auraient transformé Bardot en une entreprise à part entière, avec une équipe, une stratégie, des revenus exponentiels. En disant non, elle renonce volontairement à un modèle économique qui a assuré à d'autres stars une richesse quasi limitée. Ce choix, souvent présenté comme romantique ou courageux, est aussi une décision financière radicale. Ce qui rend cette trajectoire encore plus paradoxale, c'est que Bardot n'est jamais hostile à l'argent en tant que tel. Elle comprend parfaitement sa valeur, sa fonction, son pouvoir. Elle négocie âprement, se fait monter les enchères, refuse d'être sous-payée. Mais elle refuse que l'argent dicte sa vie. Pour elle, l'accumulation sans limite est une forme de soumission. Elle accepte l'argent comme une conséquence, jamais comme un objectif. Cette philosophie se reflète également dans sa gestion des droits résiduels. À l'époque où ces films sont diffusés et rediffusés à l'international, les mécanismes de redistribution sont flous, souvent défavorables aux artistes. Bardot, mal protégée juridiquement sur le long terme, perçoit peu de revenus de ses exploitations. Dans les années 2000, elle tente de récupérer des pourcentages impayés, affirmant que certains contrats n'ont pas été respectés. Les procédures judiciaires échouent. L'argent, dispersé dans le temps et les structures juridiques obsolètes, est irrécupérable. À ce stade, une grande partie de la richesse qu'elle aurait pu consolider a déjà disparu. Non pas dilapidée par excès, mais perdue par refus d'anticipation. Contrairement à d'autres stars qui s'entourent très tôt de gestionnaires, d'avocats spécialisés et de conseillers patrimoniaux, Bardot reste méfiante vis-à-vis de toute structure qui pourrait limiter son autonomie. Cette indépendance, admirable sur le plan personnel, s'avère coûteuse sur le plan financier. Lorsque l'on observe sa fortune au moment de sa mort, cette logique apparaît clairement. Elle ne se compose pas de liquidités abondantes ni d'investissements diversifiés. Elle est essentiellement constituée de biens immobiliers, de droits culturels et d'actifs déjà orientés vers sa fondation.
Il n'y a pas d'effet boule de neige, pas de croissance exponentielle. Sa richesse existe, mais elle est figée, statique. Ce refus de bâtir un empire n'est pas une erreur de parcours. C'est une ligne de conduite. Brigitte Bardot n'a jamais voulu devenir une institution économique. Elle a toujours préféré rester une figure libre, quitte à payer le prix de cette liberté. Là où d'autres célébrités mesurent leur succès à la taille de leur patrimoine, Bardot le mesure à sa capacité à dire non. Cette accumulation de refus dessine une trajectoire unique. Une fortune qui aurait pu être colossale, mais qui est volontairement restée limitée dans sa structure. Une richesse qui n'a jamais cherché à se reproduire. Et surtout, une vision de l'argent profondément opposée à l'idée de transmission dynastique. Ce choix, qui semblait abstrait dans les années de gloire, prendra tout son sens lorsque Bardot décidera de consacrer ce qu'il y reste à une cause qui, à ses yeux, dépasse toute logique familiale ou patrimoniale. 1973, la rupture définitive, quitter le cinéma et arrêter volontairement l'enrichissement. En 1973, Brigitte Bardot prend une décision qui stupéfie le monde du cinéma. À seulement 39 ans, alors qu'elle est encore l'une des femmes les plus célèbres et les plus bancables de la planète, elle annonce qu'elle quitte définitivement le cinéma. Ce départ n'est ni progressif, ni stratégique, ni accompagné d'un plan de reconversion soigneusement préparé. Il est brutal, sans appel, presque violent. Pour beaucoup, cette décision semble incompréhensible. Pour elle, elle est vitale. À cet instant précis, Bardot se trouve à un carrefour unique. Elle a tout pour continuer. La notoriété, le pouvoir de négociation, l'aura internationale et encore de nombreuses années de carrière devant elle. Financièrement, elle pourrait multiplier sa fortune, sécuriser des revenus pour plusieurs décennies, bâtir un patrimoine solide. Mais la célébrité, qu'elle a tant incarnée, est devenue pour elle une prison. Les paparazzi campent devant sa maison. Chaque déplacement est une traque. Chaque relation personnelle est disséquée, exposée, déformée. Sa vie privée n'existe plus. Bardot décrit plus tard cette période comme un étouffement permanent. La célébrité ne lui apporte plus ni plaisir ni reconnaissance, seulement de l'angoisse et une profonde fatigue psychologique. Les tentatives de suicide, les épisodes dépressifs, les relations sentimentales chaotiques laissent des traces durables. Quitter le cinéma n'est donc pas une décision financière, mais une décision de survie. Elle ne cherche pas à se préserver économiquement, elle cherche à se préserver mentalement. Ce choix marque un tournant irréversible dans sa trajectoire financière. En quittant le cinéma à un âge aussi jeune, Bardot se prive volontairement de la source de revenus la plus fiable et la plus lucrative de sa vie. Contrairement à d'autres stars qui annoncent des retraites temporaires avant de revenir, elle ne laisse aucune porte entrouverte. Elle ferme définitivement le chapitre. À partir de ce moment, sa fortune cesse de croître dans le sens traditionnel du terme. Les revenus qui subsistent sont résiduels, droits de diffusion, rediffusion, vente à l'étranger, quelques accords de licence ponctuels. Mais ces flux sont irréguliers, souvent modestes et surtout insuffisants pour compenser ce qu'elle aurait pu gagner en poursuivant sa carrière. Bardot ne cherche pas à optimiser ses revenus. Elle ne multiplie pas les apparitions publiques, ne capitalise pas sur la nostalgie, refuse la plupart des projets commémoratifs. Elle se retire du jeu économique autant que du jeu médiatique. Ce retrait est aussi géographique et symbolique. Bardot se replie de plus en plus à la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. Ce lieu devient un refuge, mais aussi une frontière. Là-bas, elle tente de reconstruire une forme de normalité, loin des projecteurs. Elle vit entourée d'animaux, se coupe progressivement du monde du cinéma et renonce consciemment à l'idée même de réussite telle que l'industrie l'a définie. Sa fortune repose essentiellement sur des actifs tangibles, des biens immobiliers, des droits culturels et une notoriété qui, bien que toujours puissante, n'est plus exploitée commercialement. Mais cette stagnation financière n'est pas vécue comme une perte. Pour Bardot, l'arrêt de l'enrichissement est presque un soulagement. Elle se détache progressivement de la notion même d'accumulation. L'argent cesse d'être une mesure de succès. Il devient un simple moyen, une ressource disponible pour autre chose. Ce quelque chose d'autre va bientôt occuper toute sa vie et redéfinir complètement le sens de sa fortune. À partir de ce moment, une transformation s'opère. Brigitte Bardot ne se voit plus comme une ancienne star, mais comme une femme en mission. La cause animale, qui l'a toujours touchée, devient centrale, puis exclusive. Les images d'abattoirs, les récits de maltraitance, les combats contre la chasse et la corrida prennent une place croissante dans son quotidien. Là où le cinéma lui a pris sa liberté, cette cause lui donne un sens. Ce changement de priorité annonce une rupture encore plus radicale, l'utilisation active et sacrificielle de sa fortune.
Bardot ne cherche plus à conserver ce qu'elle possède, mais à le mobiliser. Chaque euro devient potentiellement un outil de combat. L'argent n'est plus quelque chose à transmettre, mais quelque chose à dépenser. Cette philosophie va structurer toutes ses décisions futures et préparer le terrain à l'acte le plus déterminant de sa vie financière, la création de sa fondation. La rupture de 1973 n'est donc pas seulement artistique ou médiatique. Elle est économique, existentielle et irréversible. En quittant le cinéma, Brigitte Bardot choisit consciemment de renoncer à une richesse croissante. Elle accepte que sa fortune se limite à ce qu'elle a déjà gagné. Mais surtout, elle ouvre la voie à une autre forme de richesse, fondée non sur l'accumulation, mais sur le don total. Controverse finale, jugement public et le sens réel de l'héritage Bardot. Les dernières décennies de la vie de Brigitte Bardot sont marquées par une transformation radicale de son image publique. Là où elle avait longtemps été perçue comme une icône de liberté, de sensualité et d'émancipation, elle devient progressivement une figure clivante, parfois rejetée, souvent critiquée. Ses prises de position politiques et sociétales, exprimées sans filtre ni prudence, lui valent plusieurs condamnations judiciaires pour incitation à la haine. On considère la femme qui a incarné une forme de modernité et celle qui, plus tard, a tenu des propos jugés choquants, parfois violents. Cette dissonance morale complique toute tentative de récit unifié. Pourtant, c'est précisément cette contradiction qui définit Brigitte Bardot jusqu'à la fin. Elle ne cherche jamais à se racheter, jamais à lisser son image, jamais à demander pardon pour rester aimée. Dans ces dernières années, elle vit presque entièrement recluse à la madrague. Les apparitions publiques sont rares, les interviews encore plus. Lorsqu'elle s'exprime, c'est essentiellement par lettres ouvertes, tribunes ou communiqués liés à la cause animale. Son langage est dur, frontal, parfois excessif. Mais une chose demeure constante, son engagement ne faiblit jamais. Là où ses paroles sur les êtres humains choquent et divisent, c'est alors voilà, après tout ce que vous venez de découvrir. Brigitte Bardot n'a jamais été une star comme les autres. Elle n'a pas seulement marqué le cinéma. Elle a choisi de vivre selon ses règles et jusqu'au bout, elle a refusé de se plier aux attentes du monde. Son argent, ce n'était jamais pour elle. Ce n'était jamais pour sa famille. Chaque euro, chaque bijou, chaque maison, tout a été consacré à sa passion, à sa mission, les animaux. Une vie construite sur des choix radicaux, et oui, parfois douloureux pour ceux qui l'entouraient. Alors, posez-vous la question, est-ce un acte de courage absolu ou un retrait émotionnel? Bardot a-t-elle donné à sa famille tout ce qu'elle pouvait, ou a-t-elle choisi une autre forme d'amour, plus singulière, plus radicale? Ce qui est sûr, c'est que Brigitte Bardot nous laisse une leçon. L'héritage ne se mesure pas seulement en argent. Parfois, il se mesure en conviction, en acte et en cohérence. Et ça, c'est quelque chose que peu de stars peuvent se vanter d'avoir fait. Et maintenant, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Était-ce un geste admirable ou un choix trop dur pour sa famille? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a surpris, touchez ou fait voir Bardot sous un autre angle, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres récits méconnus derrière les légendes qu'on croit connaître. Brigitte Bardot n'a peut-être pas laissé d'héritage traditionnel, mais elle a laissé quelque chose de bien plus puissant, une histoire qui vous force à réfléchir. Et ça, croyez-moi, ça vaut bien plus que de l'argent.